La ville à l'intérieur de la montagne. Israël a complètement détruit une ville souterraine construite par l'Iran pour le Hezbollah. Oui, complètement détruit. Aucun autre mot ne convient vraiment. Et maintenant, voici l'histoire elle-même. 10 ans, des millions de dollars venus d'Iran et des milliers de tonnes de béton. Voilà ce qui a été nécessaire pour construire la ville souterraine de Kantara, sous les collines du sud du Liban. Une ville où aucun civil ne vivait, on y préparait la guerre contre Israël, bien sûr. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment cette ville a cessé d'exister. Pas au sens figuré, non. Littéralement. 450 tonnes d'explosifs. Vous vous rendez compte ? 450 tonnes d'explosifs. Une seule explosion contrôlée. Et la capitale souterraine des unités d'élite du Hezbollah a disparu de la carte. Et il ne reste que la trace sismique dans les instruments du service géologique. C'est l'une des victoires militaires les plus significatives de cette guerre. Et aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi elle est importante non seulement d'un point de vue militaire, mais aussi stratégiquement pour les années à venir. Eh bien, comme on dit, commençons par le début. Qu'est-ce que Kantara et pourquoi Tsahal la considère-t-elle comme une ville souterraine plutôt qu'un simple tunnel ? Il y a aussi une autre histoire impressionnante, également souterraine. Maintenant, l'usine de drones à l'intérieur de la montagne près du village de Majdal-Majdalzoun, que les militaires israéliens ont montré aux journalistes. C'est à quel point cela les a impressionnés. Ils les ont juste emmenés en excursion, comme au Louvre ou à l'Ermitage. Mais là-bas, disent-ils, c'était encore plus intéressant. Ensuite, la bataille actuelle, encore inachevée, de Zarobet. Voici Ali Taher, que les militaires appellent le centre nerveux de la division du Hezbollah. Et pourquoi c'est précisément pour cette colline que des soldats israéliens meurent en ce moment. Après cela, ce pourquoi tout cela est fait, un nouvel accord entre Israël et le Liban, le rôle de l'armée libanaise comme tampon. C'est un concept totalement nouveau, qui a peut-être existé un jour dans les esprits et sur le papier, mais qui n'a jamais été appliqué, car il était impossible. Grâce à l'opération en Iran, cela est maintenant possible. Et pourquoi les civils ne sont pas autorisés à retourner dans la zone de sécurité tant que le Hezbollah n'aura pas désarmé. C'est aussi d'ailleurs un concept assez nouveau parce que Israël n'a jamais eu la possibilité d'expulser tout un quartier et d'empêcher les civils d'y retourner. Bien que cela ait été absolument nécessaire pour la sécurité d'Israël et des civils israéliens. Mais comme nous le savons, aux yeux du monde, un juif n'est pas aussi important qu'une personne de toute autre nationalité. En vérité, lorsqu'il s'agit d'échanger un juif, on demande de libérer 1027 arabes en échange. C'est vrai, c'est documenté. C'est donc un concept assez étrange. D'un côté, la vie d'un juif ne vaut rien, mais de l'autre, une vie juive vaut plus de 1000 vies musulmanes. Et enfin, pourquoi je considère que ce qui se passe n'est pas simplement une opération militaire, mais l'un des efforts militaires les plus justifiés et légitimes de ces dernières années. À ce sujet, j'ai une question. À votre avis, si tout cet argent qui a été dépensé pour construire des villes souterraines, pour les armes, pour l'entraînement, pour tout ce qui est lié à la guerre, avait été investi dans le développement de la production sur le territoire du Liban? La construction pour des besoins civils et sociaux. Qu'aurait-on pu faire du Liban ? Je ne sais pas, on aurait peut-être pu faire du Liban un pays absolument remarquable, et quelle vie auraient eu les habitants de ce pays ? Il me semble que cela aurait probablement été l'un des meilleurs endroits sur la planète. Et à la place, c'est l'horreur et le cauchemar. J'ai une question pour tous ceux qui disent « soutenir la lutte des peuples arabes contre l'occupation israélienne ». Nous n'avons pas besoin de la terre des autres. Nous avons une peur panique que sur cette terre, il y ait plus de non-juifs que de juifs. Nous ne voulons pas vivre comme du sel dans la soupe, comme le dit, excusez-moi l'expression, Dmitri Bykov. Je ne peux pas dire ce que j'en pense à ce sujet. Alors pourquoi, dans ce cas, tous ces efforts, cet argent, les vies de dizaines et de centaines de milliers d'Arabes sont-ils jetés dans le hachoir à viande, par haine d'Israël, au lieu de créer une vie meilleure pour leur peuple? L'idée est la suivante. Nous détestons tellement les Juifs que, pour que les Juifs vivent mal, nous ferons en sorte que notre propre peuple vive mal aussi. Ils auraient mieux fait de laisser Israël tranquille. Ce serait encore mieux s'ils faisaient d'Israël un creuset technologique. Quelle vie incroyable il y aurait au Liban, en Jordanie et oui, dans beaucoup d'autres endroits autour. Je vous garantis qu'Israël n'aurait attaqué personne. Il n'aurait essayé de conquérir personne ni d'asservir qui que ce soit. Dieu nous en préserve. Je le sais avec certitude, car je suis moi-même israélien.
Et notre idée principale est la suivante. Nous ne voulons pas vivre au sein d'un autre peuple. Nous voulons vivre par nous-mêmes. Oh mon Dieu, quelle horreur! Nous voulons vivre par nous-mêmes. Nous ne voulons même laisser entrer personne, pas d'immigrants, pas de gens d'autres pays. Il n'y a rien de tout cela. Nous voulons vivre par nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de conquérir les terres des autres, comme le disent mes parents géorgiens. Je le jure, la Société des Nations a défini très précisément les frontières de l'État qui devait s'appeler Israël. C'était en 1923. Qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années après cela? 100 ans. C'est une tentative d'empêcher Israël de vivre en paix. Empêcher Israël, les Juifs, de vivre comme ils le souhaitent et de construire leur vie comme nous le voulons. Depuis 78 ans, le monde tente de détruire l'État d'Israël. Mais ces années ne sont comptées qu'à partir de la création de l'État naturel, en l'accusant de tous les péchés les plus horribles. Et maintenant, lorsque l'on découvre des villes souterraines construites dans un seul but, détruire Israël. Car aucun de ceux qui, pendant des années, craignent que nous, les Juifs, sommes des meurtriers, ne s'excusera. De plus, je vais vous dire ceci. Ils ne s'excuseront jamais. Mais nous y sommes habitués, mesdames et messieurs. Nous ne nous attendions pas à autre chose. Le 28 avril de cette année, l'armée de défense d'Israël a annoncé avoir découvert et détruit le plus grand complexe de tunnels du Hezbollah. Ce n'est pas un simple tunnel, mais un réseau que les militaires qualifient, sans exagération, de ville souterraine. Ce réseau est situé dans la région de Kantara, à seulement 11 km de la frontière israélienne. C'est presque en ligne droite entre les localités israéliennes de Margalio et d'Ovev, c'est la Haute-Galilée. Et voici l'ampleur qui m'a personnellement frappé lorsque j'ai lu le rapport pour la première fois. La partie ouest du réseau fait 2 km de long et 10 km de large, ramifiés dans plusieurs directions, juste sous plusieurs villages libanais. En examinant la zone en détail, les ingénieurs ont découvert une autre partie du réseau, presque parallèle et séparée à l'est. Mais apparemment, le Hezbollah prévoyait à un certain moment de relier les deux moitiés en un seul système. Selon l'évaluation des militaires, cette ville souterraine pouvait abriter, armer et assurer la communication de milliers de combattants. Disons l'unité d'élite Radwan, c'est-à-dire cette principale force d'assaut qui était préparée pour une éventuelle invasion hypothétique de la Galilée. Selon les renseignements, ce réseau a été construit pendant toute une décennie avec un financement direct et une conception iranienne à une profondeur allant jusqu'à 25 mètres. Je serais très surpris si Metrostroy n'avait pas participé à cela, c'est-à-dire plus profond que la plupart des sous-sols d'immeubles à étages. À l'intérieur, ils ont découvert des pièces équipées de lits superposés, des puits de lancement de missiles avec des lanceurs déjà installés à l'intérieur. Vous allez être surpris maintenant, pointé vers Israël, quelle surprise. Voici le dénouement de cette histoire, raison pour laquelle j'ai tout commencé. Les militaires ont placé 450 tonnes d'explosifs et, avec une seule explosion, ont effacé cette forteresse souterraine de la surface de la Terre. Enfin, plus précisément, ils l'ont effacée de sous terre. On peut dire ça ou pas, je ne sais pas. L'explosion était d'une telle puissance qu'elle a été enregistrée par le service géologique d'Israël, comme un événement sismique. Un sismographe distinct l'a détecté et l'a enregistré comme un léger séisme. En parallèle, les militaires se sont assurés que l'explosion ne déclencherait pas les sirènes d'alerte sismique. Cela s'est accidentellement produit à quelques reprises lors d'opérations similaires. 10 ans de construction, des millions de dollars iraniens, voire 1 milliard. Et tout cela a disparu en quelques secondes. Ce n'était pas la seule découverte du mois. Un peu plus tard, je vous parlerai d'une installation que les militaires comparent, en termes de complexité technique, aux usines militaires iraniennes en Turquie et en Syrie. Celui-ci est dissimulé dans la montagne du Liban, sous une mosquée en activité. Je vais vous le répéter encore une fois. Juste sous une mosquée en activité. Maintenant, passons à une histoire qui s'est produite tout récemment. Le sud du Liban, à quelques kilomètres de la frontière israélienne, sous une colline donc, sur laquelle se trouve un village. Donc le Hezbollah a construit une base aérienne de drones, pour que si nous ripostons, nous touchions le village, tuant des Arabes, afin qu'ils puissent pas crier « Voilà, les Israéliens tuèrent des Arabes ». Normal, hein? Oui, normal, on y est habitué, n'est-ce pas? Je me souviens, c'était en 84 lors de l'opération au Liban. Je venais de New York, mon régiment était parti là-bas. Patrie, régiment, je ne sais plus. Quelque part, non?
Je suis parti là-bas, mais arrivé avec un jour de retard, on m'a donc laissé ailleurs. Et les gars racontaient quantôt que, tout simplement, il y avait plusieurs femmes et enfants debout devant les maisons, et on glissait entre eux un fusil d'assaut, un bazooka ou autre chose, puis on tirait. Donc si on avait tiré en retour, on aurait touché leurs propres enfants. On aurait touché leurs propres enfants. Maintenant donc, un site souterrain protégé par d'énormes portes blindées en acier a été construit, au cours des dernières décennies, avec la participation directe de l'Iran. La planification, le financement, etc. Le tunnel s'enfonce à des centaines de mètres dans la montagne. Sous le village, voilà ce même Abad Jalzoun, à environ 25 mètres champ, et comme je l'ai déjà dit, juste sous la mosquée en activité. C'est un détail important, car il illustre directement comment le Hezbollah utilise des installations civiles et religieuses comme couverture pour son infrastructure militaire. En d'autres termes, si vous ripostez et touchez la mosquée, c'est idéal pour eux. Vous tuez alors tous ceux qui y prient ou s'y cachent à ce moment-là. Les commandants qui montraient le tunnel aux journalistes disaient que cet ouvrage était construit à un niveau bien plus élevé que les installations souterraines habituelles du Hezbollah. À tel point qu'on le compare à l'usine souterraine de missiles iranienne en Syrie que l'armée israélienne a bombardée, je crois, en septembre 2024. À l'intérieur du tunnel, qui, soit dit en passant, est assez large pour qu'une voiture puisse y circuler, le Hezbollah assemblait des drones iraniens. C'est-à-dire qu'il recevait les pièces, les faisait en passer en contrebande au Liban, ce qui est facile, comme vous pouvez l'imaginer, oui, depuis l'Iran. Ensuite, il les lançait en direction d'Israël. Après la prise du site, les soldats y ont trouvé environ 50 drones, déjà entièrement assemblés, chacun équipé d'une charge explosive d'environ 30 kg. C'est exactement le type de drones qui ont été utilisés pour frapper Israël. En plus des drones souterrains eux-mêmes, environ 8 tonnes de matériaux explosifs ont été trouvés dans les locaux. Sur le versant sud de la montagne, ils ont trouvé des silos de lancement d'où ces drones étaient lancés en direction d'Israël. Et à la sortie du tunnel, il y a 4 sorties distinctes, chacune protégée par d'énormes portes blindées sur des rails. Le commandant de l'unité du génie Yahalom a déclaré aux journalistes « Ce sont des drones qui menaçaient l'État d'Israël sur l'ensemble de son territoire. Nous sommes venus ici pour priver le Hezbollah de ses capacités. C'est de là qu'il lance des drones contre nos infrastructures civiles. » Pour que vous n'ayez aucun doute, messieurs, s'ils sacrifiaient que les leurs, comment traitent-ils les nôtres? Ce n'est pas qu'une belle phrase pour la presse. 50 drones équipés de charges de combat de 30 kg d'explosifs, c'est un dommage réel et concret qui a été évité, uniquement parce que ces drones n'ont pas eu le temps d'être lancés. Et pourquoi n'ont-ils pas eu le temps de les lancer? Parce que nous sommes entrés au Liban. Je voudrais dire quelque chose personnellement. Et un peu plus tard, je développerai cette idée plus en détail. Pour nous, les gens qui comprenons ce que cela signifie, de vivre à côté d'un ennemi qui se prépare pendant des années, voire des décennies, à une attaque, chaque tunnel ainsi découvert et détruit n'est pas simplement un rapport militaire. Ce sont des tragédies concrètes évitées pour des familles précises en Galilée, qui vivent aujourd'hui plus sereinement justement parce que ces 50 drones ne voleront plus nulle part. Et maintenant, ce qui se passe, non pas en avril ni le mois dernier, mais littéralement en ce moment, ces jours-ci. Le principal foyer des combats depuis la mi-juin est devenu la crête Ali Taher, près de la ville de Nabatieh. Une hauteur stratégique qui domine la ville elle-même, le corridor d'approvisionnement et le réseau routier reliant plusieurs localités clés du sud du Liban. Tsahal estime qu'un important site stratégique souterrain se trouve sous cette crête. Selon les militaires, il s'agit du centre névralgique de toute une division régionale de Hezbollah, portant le nom de Badr. Israël a encerclé cette zone et a forcé les combattants à se réfugier sous terre, et plusieurs dizaines, nous le pensons, voire plus, de combattants sont restés bloqués, et les combats se déroulaient, simultanément sous terre et en surface. Un format de combat rare et extrêmement difficile d'ailleurs, sous terre, qui exige un immense courage de la part des unités d'assaut. Le prix à payer ? Le prix de cette opération pour Israël s'est avéré très élevé. Je vais le dire franchement, sans rien cacher. En quelques jours de combat, le lieutenant-colonel Dor Gedalia, commandant du 52e bataillon de chars, est tombé au combat avec 3 membres de son équipage. Leur char a été touché par un drone et d'ailleurs peut-être par un missile anti-char, nous ne savons pas exactement. La nuit suivante, suite à des tirs de roquettes et de drones explosifs, un autre militaire de l'unité Maglan a été tué. 13 ont été blessés.
Le général libanais à la retraite Khalel Jmail, ancien commandant du secteur sud du Litani, a qualifié Ali Taher de mère de toutes les batailles, et bien pour Nabatieh, bien sûr. Et c'est à mon avis une description précise de l'ampleur des enjeux sur cette colline en particulier. Il est important ici de distinguer honnêtement ce qui relève du fait et ce qui relève de l'information contestée. Au moment de la rédaction, les militaires israéliens déclaraient contrôler la crête. Cependant, une source militaire libanaise citée par Al Jazeera affirmait qu'aucune avancée des forces israéliennes dans cette zone n'avait été constatée au cours de la dernière semaine. Cela signifie qu'à ce jour, la bataille pour Ali Taher n'est pas une opération terminée, mais une opération en cours et non une page tournée. Mais le simple fait qu'Israël soit prêt à subir de telles pertes précisément pour cette colline en particulier témoigne de son véritable poids stratégique et de son importance. Le contrôle d'Ali Taher signifie le contrôle de la logistique et des lignes d'approvisionnement du Hezbollah dans tout le secteur de Nabatieh. Maintenant, parlons de l'objectif de cette opération et pourquoi je la considère comme l'un des efforts militaires les plus justifiés de ces dernières années. Le 26 juin, Israël et le Liban ont signé un accord-cadre de sécurité sous la médiation des États-Unis. Dans cet accord, il y a une formulation qui, à mon avis, est essentielle pour comprendre toute la logique de ce qui se passe. Les troupes israéliennes ne se retireront du sud du Liban qu'après que l'armée libanaise, pas le Hezbollah, mais l'armée régulière de l'État libanais, aura confirmé que le Hezbollah est désarmé et que son infrastructure est démantelée. L'accord crée pour le moment 2 zones pilotes, c'est-à-dire expérimentales, au sud et au nord du fleuve Litani. D'ailleurs, je pensais que les deux étaient au sud, mais il s'avère que l'une est au sud et l'autre au nord, où c'est précisément l'armée libanaise qui assume l'entière responsabilité de la sécurité. J'aime le fait que l'une de ces zones, l'un de ces secteurs, soit au nord du Litani, ce qui signifie que nous visons plus que la zone située entre la frontière israélienne et le Litani, ce qui est bien. Voici ce qu'est cette structure et pourquoi elle est importante. Pendant des décennies, la frontière du Litani a en fait été gardée non pas par l'État libanais, mais par une milice chiite armée, la milice Hezbollah Iran, agissant absolument dans ses propres intérêts et non dans ceux du Liban. C'est-à-dire, disons-le ainsi, davantage dans l'intérêt de l'Iran que dans celui du Liban, sans aucune réelle obligation de rendre des comptes au gouvernement libanais. Ils s'en moquent, oui, ils ont un patron avec un poing bien plus puissant. Maintenant, et pour la première fois depuis longtemps, une véritable chance d'une configuration différente apparaît. Je veux que vous compreniez cela parce que c'est extrêmement important. On dirait juste des mots, une explication, oui, mais c'est crucial pour l'existence de l'État d'Israël. Entre Israël et le Hezbollah, il ne s'agit pas d'un vide ni d'une milice chiite, mais de l'armée régulière libanaise. Elle reste encore très faible pour l'instant. C'est une structure avec laquelle on peut mener des dialogues interétatiques. Elle conclut un accord de participation et exerce un contrôle physique sur le territoire à la place d'une organisation terroriste armée. Plus précisément, nous essayons de lui apprendre à contrôler et de lui donner des armes. Les Américains ont alloué 100 millions de dollars à cette affaire. Le Premier ministre Antonia a obstinément souligné un autre élément fondamental de cette stratégie. La population civile, expulsée de la zone de sécurité au sud du Liban, ne sera pas autorisée à y retourner tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. C'est terrible, n'est-ce pas ? Oui, ça sonne comme un vrai cauchemar. J'imagine combien de bruit il y a eu, il y a et il y aura à ce sujet. Analysons la situation. Ces mots. Nous maintenons en permanence la zone de sécurité initiale en dehors de la portée des tirs anti-chars. Nous n'autorisons pas leurs unités à pénétrer dans cette zone. Nous n'autorisons pas non plus la population civile à y entrer. Cela a bouleversé le monde. Oui, c'est dur. Quelle mauvaise personne envers les civils. Et je comprends pourquoi cela suscite des critiques, de mon point de vue, des salauds du point de vue humanitaire. Mais la logique ici est parfaitement claire et, à mon avis, absolument justifiée. Le Hezbollah a systématiquement utilisé pendant des années la population civile et les infrastructures civiles, des mosquées, des immeubles résidentiels, même des ambulances, comme couverture pour ses installations et opérations militaires. Le tunnel Majal Zounia, littéralement sous une mosquée, comme je vous l'ai dit.
Si l'on permet aux civils de rentrer immédiatement chez eux dans cette même zone sans attendre un véritable désarmement, personne ne pourra empêcher le Hezbollah de reconstruire son infrastructure sous la même couverture. En quelques années à peine, voici où convergent les trois histoires présentées dans cette vidéo. La destruction de la ville souterraine à Kantara n'est pas juste une frappe sur un dépôt d'armes, mais celle d'une infrastructure bâtie sur des années. Il est impossible de reconstruire en quelques semaines ou mois, même en plusieurs années, c'est difficile. La prise de l'usine de drones à Majal Zounia signifie concrètement 50 drones qui ne voleront jamais vers la Galilée. J'espère aussi que l'usine a été détruite, même si on ne nous l'a pas dit. Et la bataille en cours, même si elle n'est pas encore terminée, pour Ali Taher, c'est une tentative d'éliminer le dernier grand centre de commandement et de ravitaillement du Hezbollah précisément dans cette bande qui borde la frontière. Les trois épisodes font partie d'une seule et même stratégie. Il ne s'agit pas simplement de repousser physiquement le Hezbollah plus loin de la frontière, mais de le priver méthodiquement de toute possibilité de reconstruire la machine militaire qu'il a bâtie pendant des décennies avec l'aide de l'Iran. C'est pourquoi l'armée libanaise, agissant comme tampon entre les deux camps, n'est pas une simple formalité ni une concession diplomatique, mais un élément essentiel de la sécurité durable dans le nord d'Israël. Je dois dire de ma part que pendant d'innombrables années, mon théâtre pour enfants se trouvait dans le nord d'Israël. Je dois dire pour ma part que pendant d'innombrables années, mon théâtre pour enfants, donc en petits groupes, par 2-3 Demokratie Eiker, Kreuzer Sagraj Schollen, voilà, sans décor ni rien d'autre, se rendait dans les abris anti-bombes. Et dans les bunkers ou ailleurs où étaient assis des enfants effrayés, complètement choqués, et nous, cette année-là, à Kiev, on faisait quoi, des jeux? On faisait des jeux comme ça avec les enfants, oui, pendant des heures. Et donc, nous, les acteurs, nous partions, plusieurs groupes, et nous organisions littéralement 3, parfois même 4 spectacles comme ça dans l'abri anti-bombe. Et ça a duré des mois, je ne veux pas dire des années, oui, des mois. L'objectif n'est pas une trêve temporaire avant une nouvelle violence, mais un changement structurel entre les silos de missiles sous les villages libanais et les enfants israéliens à Kiryat Shmona. À Kiryat Shmona, nous avons joué un nombre incalculable de spectacles. À Metula aussi, nous avons joué des spectacles dans les écoles, dans les sous-sols, sous je ne sais quoi, là-bas, partout où c'était possible. Là-bas, il devrait y avoir une armée nationale d'un pays souverain, et non un groupe armé qui, pendant des années, préparait des invasions sous couvert de quartiers résidentiels. Et c'est pourquoi je considère ce qui se passe comme un véritable accomplissement, et pas simplement un autre rapport militaire parmi des dizaines d'autres. Vous savez, chacun a sa propre expérience. Moi, j'ai eu une telle expérience. Les acteurs m'appellent, « Nous n'irons pas déjeuner là-bas, nous rentrerons. » Je réponds, « D'accord, ils partent plus tard. » Une fois, nous avons déjeuné là-bas avec les enfants. Heureusement, personne n'y est allé cette fois. Ils bombardent car ils savent qu'il se passe quelque chose. Les missiles y volent. Des dizaines d'années d'investissement iranien, des centaines de tonnes de béton, des milliers de mètres de tunnels sous les collines du sud du Liban. Tout cela a été créé dans un seul but. Un jour porter un coup contre les villes et villages civils du nord d'Israël. Une frappe vraiment massive, planifiée à l'avance. Aujourd'hui, cette infrastructure n'existe plus physiquement. Les 50 drones qui devaient en décoller de la base souterraine de Majal Zoun ne décolleront jamais. La ville souterraine de Kantara, prévue pour des milliers de combattants d'élite, a été réduite en cratère. Et des décombres, j'espère vraiment. Et là où les combats continuent encore à Ali Taher, Israël paie un prix élevé précisément pour éliminer le dernier grand centre de commandement ennemi, juste à la frontière, au lieu de remettre ce travail à plus tard. Et surtout, pour la première fois depuis longtemps, une architecture réaliste d'une paix durable apparaît qui ne repose pas sur la confiance envers Hezbollah. Oui, la confiance envers Hezbollah ou envers ses promesses, mais plutôt sur la présence physique de l'armée régulière libanaise entre les deux parties, et l'absence physique d'infrastructures qui donnaient auparavant des possibilités au Hezbollah. Chaque tunnel détruit. Ce n'est pas seulement un succès tactique dans un combat isolé. C'est une étape concrète et mesurable vers un avenir où les habitants de Kiryat Shmona, Metula et des dizaines d'autres localités du nord d'Israël pourront rentrer chez eux. Pas temporairement, pas entre 2 salves de tir, mais pour de bon. Parce que ni leur maison ni les environs ne seront menacés par ce qui les obligeait à envoyer leurs enfants dans les caves, les sous-sols, les abris anti-bombes. Nous courions là-bas pour leur jouer des pièces de théâtre.
Je n'en fais plus aujourd'hui, d'autres s'en occupent. C'était il y a de nombreuses années. Mais j'espère vraiment que les pièces seront jouées uniquement sur scène. Pas sous terre, mais au-dessus du sol. Et pour toutes sortes d'occasions agréables, et non pas pour distraire les enfants de ce cauchemar qui se passait autour d'eux. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez recevoir ce genre d'analyse avec des faits et des sources plus rapidement que la sortie des vidéos et lire mes courtes critiques et réactions à l'actualité, abonnez-vous à mon canal Telegram. C'est Nachalian Weinstein US. Il porte exactement le même nom que celui que vous regardez actuellement sur YouTube. Il est simplement sur la chaîne Telegram. Là-bas, je publie le contenu dès que les nouvelles apparaissent, sans attendre le montage complet. En attendant, au revoir et à la prochaine. J'espère que ce sera justifié.